En vanaf morgen er ook online lessen. Dus en dan als ik dat vandaag kan doen dat je getest wordt, dan kunnen we verder.
Bonjour. Excusez-moi, j'ai des soucis de GSM qui appelle tout seul. Je ne sais pas qui. Voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer ici l'atelier. Bienvenue à tous donc à l'atelier sur les projets alternatifs dans ou en dehors de l'enseignement régulier. Je ne vois pas les personnes connectées. J'espère que tout le monde a pu nous rejoindre. Voilà. Est-ce que Cornel et Gary pourraient afficher leur vidéo? Donc dans cet atelier, nous avons plusieurs orateurs. Inge de Koman, dont on voit la vidéo ici, en tout cas moi je la vois de bonne, de la Landgenskap Integratie en Inburgering, Marie Perrard de la Petite École et Gary et Cornel de Chai, qui vont normalement commencer à prendre la parole parce qu'ils devront malheureusement nous quitter avant la fin à 12h30. Donc, j'attends de voir, mais je ne les vois pas. On va les attendre 1 minute. Hein. Il y a beaucoup de monde dans cet atelier. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ok. Voilà, les gens sont en train de nous rejoindre, en fait. Voilà, juste l'aspect technique, hein, comme pour la plénière, si vous avez besoin d'une traduction, vous cliquez aussi sur le petit globe en bas de votre écran. Et voilà, je pense que... Voilà. OK. Voilà, on va démarrer. Est-ce que Cornel et Gary, vous pouvez allumer votre vidéo pour qu'on vous voit? Voilà. Donc, je vous donne la parole en premier, puis on prendra peut-être 1 ou 2 questions maximum pour qu'on puisse vous poser des questions avant la fin. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci Sophie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Parce il y a un peu de bruit à l'arrière, mais on t'entend. J'espère que pour la traduction, ce sera possible. Ne parle pas trop vite peut-être pour les traducteurs. D'accord, merci. Ça va. Mais donc, nous, on est une structure qui s'adresse aux jeunes en exil et aux jeunes des communautés roms qui ne sont jamais allés à l'école ou qui sont peu allés à l'école ou pour lesquels l'école est impossible. On s'adresse aux jeunes qui ont entre 12 et 18 ans à l'inscription, mais on les accompagne au-delà de leurs 18 ans jusqu'à ce qu'on ait trouvé une alternative qui est acceptable pour eux et cohérente, pertinente. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du projet, mais peut-être mettre juste en avant un peu notre méthode de travail. La première, c'est la pluridisciplinarité. Donc, on se base sur une approche qui est à la fois pédagogique et psychosociale. Et donc, on propose autant des choses scolaires qui sont accessibles pour nos jeunes. Et donc, ici, en l'occurrence, des ateliers d'alphabétisation. Donc, c'est aussi bien le français oral que la lecture, l'écriture, la logique mathématique, l'éveil un petit peu aux sciences. Voilà, ça c'est pour un peu ce qui fait lien avec l'école. Mais à côté de ça, on propose aussi du travail manuel. Et donc on travaille la peinture, on travaille les matières, on travaille le bois, on essaye de varier les projets. Si on a fait de la sérigraphie, on fait de la mosaïque. Bon, voilà, on fait beaucoup de choses différentes, mais tout ça pour travailler d'autres compétences que les compétences scolaires, pour travailler la psychomotricité fine,
pour mettre en application aussi ce qu'on a vu en alphabétisation. Et donc, si on voit les maths, c'est plus facile. On peut mettre directement en application quand on travaille la menuiserie, prendre des mesures, voir à quoi ça sert d'avoir un angle droit ou des choses comme ça. Voilà, on propose aussi, on prépare à manger ensemble à midi, on mange ensemble. Parce qu'on essaye que Chai ce soit un espace comme l'école où on peut apprendre des choses, mais aussi un espace comme la maison où on peut se sentir bien et en confiance, en sécurité. On propose beaucoup d'activités qu'on appelle sociothérapeutiques, c'est-à-dire des jeux de cohésion de groupe, des choses qui vont plus travailler l'estime de soi, l'expression de soi. Voilà, on propose aussi beaucoup de sorties vers l'extérieur. Qui sont accessibles pour nos jeunes et qui font sens aussi qui sont cohérentes par rapport à tout ce qu'on propose. Et puis, on essaye, avec le Covid, c'est toujours un peu compliqué, mais on essaye de proposer des découvertes métiers. Alors ça peut être individuellement ou en collectif, en partenariat avec d'autres structures, d'autres institutions, pour mettre les jeunes en contact avec le métier qu'ils ont en tête, ou leur faire découvrir un métier auquel ils ne pensaient pas, ou leur dire, leur montrer qu'ici, ce travail-là, c'est un métier, c'est un travail, on peut être payé pour ça. Et puis voilà, s'il y a un jeune qui accroche, on va essayer de concrétiser, d'aller le plus possible vers la formation si ça existe, ou vers un stage, ou vers l'emploi directement quand c'est possible. Voilà, et on propose aussi un suivi psychosocial de première ligne qui inclut des visites à domicile et qui inclut les familles quand elles sont présentes ou les autres intervenants autour du jeune. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un peu de quelle manière on est pluridisciplinaire. Alors, un autre aspect, une autre lignée pédagogique à Chai, c'est la flexibilité temporelle et la non-conditionnalité de l'accueil. C'est-à-dire que ici à Chai, on peut arriver en retard, on peut venir et puis à un moment ne plus venir, on peut être à Chai pendant un an et puis décrocher de Chai et puis revenir après parce qu'on a essayé autre chose ou parce qu'il s'est passé d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas non plus de conditionnalité par rapport au titre de séjour ou des choses comme ça. Donc, on a des jeunes qui n'ont pas de papiers, on a des jeunes qui ont des papiers européens, on a des jeunes qui ont des papiers belges, des papiers réfugiés reconnus, des demandeurs d'asile, qui sont là par regroupement familial. Donc, il n'y a pas de... au niveau administratif, la condition administrative n'est pas un frein à l'accueil à Chai. Voilà, je pense qu'en gros, parler de cette non-conditionnalité de l'accueil, de la flexibilité temporelle, notre approche est aussi basée sur le décentrement, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le fonctionnement du jeune et de s'adapter à son mode de fonctionnement, plutôt que nous d'imposer un mode de fonctionnement. Donc, on va partir de là où il est, de ce qui est possible pour lui, de la manière avec laquelle il fonctionne à ce moment-là, et on va essayer de lui proposer quelque chose à partir de ça. D'abord d'installer la confiance, la sécurité, et puis d'avancer progressivement avec lui à partir de ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, le décentrement, et de partir aussi dans la construction progressive d'un projet pour l'après-Chai, c'est de partir aussi de son système de valeurs, de son système de référence et de ce qui fait sens pour lui ou pour ses proches, et pas de nous imposer quelque chose par rapport à ce qui est pertinent pour nous dans le parcours institutionnel classique. Et donc, à partir de ça, évidemment, il faut créer des alternatives pour chacun, broder des solutions avec chacun qui n'existent pas a priori au niveau institutionnel, mais donc c'est chercher pour chaque jeune, petit à petit, avec le temps,
quelque chose qui sera possible pour lui, qui lui sera accessible, et avec notre réseau et avec des partenaires qui sont souples et qui veulent bien s'adapter aussi à notre public et aménager, faire des aménagements qui peuvent être du coup accessibles pour eux et qui peuvent les maintenir sur un moyen terme, voire un long terme. Et donc ça c'est tout un... Chine existe depuis 3 ans et donc pour chaque jeune, on essaie de construire quelque chose. Et donc tout est nouveau chaque fois. Il n'y a pas un chemin avec les solutions toutes faites. Donc pour chaque jeune, on va essayer de trouver une solution et on est toujours en recherche. On n'a pas encore abouti vraiment. On ne peut pas encore aujourd'hui vraiment mesurer nos résultats sur le long terme. On est en recherche avec chacun de nos jeunes. Et du coup, un autre aspect de notre travail, c'est que on essaye de proposer des choses petit à petit. Et donc, pour nous, un jeune qui vient de la rue, qui est à la rue depuis qu'il a 3 ans, qui était complètement déstructuré, si on arrive après 2 ans à ce qu'il s'inscrive dans un club de basket ou un club de foot, c'est déjà beaucoup. Et qu'il soit régulier dans cette activité-là, pour nous, c'est déjà beaucoup. Donc, vraiment, c'est la politique des petits pas, de se dire, pour chacun, qu'est-ce qui est possible pour lui à ce moment-là et comment est-ce qu'on peut avancer tout petit à petit avec lui et dans ses conditions de vie à lui. Et donc, pour chacun, on va trouver des alternatives qui ne sont pas forcément l'école, qui sont très rarement en fait celles de l'école, puisque on travaille avec des jeunes qui ont quand même à un moment essayé l'école, qui ne sont pas restés longtemps, mais souvent qui ont essayé. Et pour lesquels l'école n'est pas possible. Donc, on va essayer de trouver d'autres choses ou une scolarité combinée avec Chai ou des choses comme ça. Et enfin, une dernière ligne de conduite pédagogique, c'est qu'on travaille par essai-erreur, autant nous en équipe et dans la construction du projet, mais aussi avec les jeunes, on travaille par essai-erreur et en proposant chaque fois aux jeunes de se confronter à ce... Oui. On m'entend? J'entends que... Oui, désolé, ce sont des participants qui s'ajoutent et les micros sont ouverts. Je les mute au fur et à mesure. Vous pouvez continuer. Pardon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Okay. Donc, je sais pas où on était, mais oui, tout ça pour dire qu'on avance par essai-erreur. Nous, dans la construction du projet, mais aussi avec chacun des jeunes, et on essaye de les confronter aux réalités en gardant Chai comme parachute. Et donc, voilà, si un jeune qui veut essayer la coiffure, alors qu'on se dit que ce sera trop compliqué, mais on va quand même essayer d'aller nous montrer c'est quoi une école de coiffure, concrètement, de les mettre le plus possible au contact avec le concret et que ce soit les personnes de l'extérieur qui vont exposer les conditions, les limites, les conditions d'accès, des choses comme ça, les exigences. C'est pas nous on reste, Chai reste comme un parachute pour accueillir quand ça ne fonctionne pas, mais on va essayer de les accompagner dans chaque démarche vers l'extérieur, toujours pour garder ce cadre sécurisant. Et voilà, si ça fonctionne, petit à petit, on va les rendre autonomes avec les partenaires avec lesquels on travaille. Mais on essaye vraiment d'accompagner le plus possible vers le concret, tout en restant là comme parachute. Et voilà, si ça ne fonctionne pas, on essaye autre chose. Et il n'y a pas de sentiment d'échec, il n'y a pas de sentiment d'abandon, parce que voilà, on essaye quelque chose, puis du coup, ça ne fonctionne pas de nouveau, il n'y a rien. Non, Chai est toujours là, on continue à faire le travail qu'on fait avec eux. Et puis voilà, on a essayé quelque chose, c'est pas pertinent, on essaye autre chose, mais le travail avance comme ça. Voilà, un très résumé. Je crois qu'il y a de plus en plus de choses autour de moi, je suis désolée. Mais en résumé, nos lignes pédagogiques. Merci Pernelle. On va peut-être prendre une
une ou deux questions. J'ai vu dans le chat une question qui est en néerlandais, mais je vais la traduire en vitesse. Les jeunes sont-ils toujours inscrits à l'école? Et comment l'école et l'enseignement obligatoire sont-ils assurés? Voilà, je ne sais pas si tu as bien entendu la question, Cornel, oui? Oui, j'ai bien entendu. Donc, depuis cette année, on répond à l'obligation scolaire. Mais ou sinon, il y a pas beaucoup. Hein, cette année, on a un jeune qui est inscrit à l'école en même temps que Chai. Donc, il est à l'école 3 jours par semaine et il est à Chai 2 jours par semaine. Mais sinon, la plupart ne sont pas à l'école du tout. Mais il y a des jeunes pour lesquels on a avancé depuis longtemps et donc avec lesquels on essaye de construire un projet pour l'après-Chai. Et donc là, on travaille surtout avec le CFA et donc on a des jeunes qui sont en CFA et à Chai en même temps. Et donc nous, on assure les cours théoriques, on les accompagne pour les cours pratiques sur place au CFA. Donc on est là pour expliquer à l'enseignant quelles sont les difficultés de ce jeune, comment est-ce qu'il peut s'adapter à ces difficultés pour que ça soit pour que le jeune puisse comprendre l'information et avoir accès et qu'il puisse répondre de manière adéquate. Et petit à petit rendre ce jeune autonome et l'enseignant aussi, que la relation, à la fois le jeune comprenne l'institution, ses attentes, ses exigences, et que l'enseignant comprenne aussi les difficultés de nos jeunes et comment est-ce qu'il peut s'adapter à ces profils. Merci. Je pense que le son est assez mauvais. J'espère que la traduction a pu avoir lieu. Voilà, je pourrais reprendre un peu plus loin après en français s'il faut le retraduire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je donnerai la parole à Inge. Je ne vois pas de main levée ni d'autres questions dans le chat. Donc, merci déjà, Pernel, mais voilà, tu es encore avec nous jusqu'à 12h30. Donc, voilà, Inge. Pardon, j'ai une question de Monsieur Vital Marage. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Oui, voilà, je vous écoute. Oui, bonjour. Alors, j'aurais deux questions pour Pernel. La première, c'est comment vous gérez les contacts avec les écoles sources, entre guillemets, c'est-à-dire que nous, parfois, on envoie les enfants vers Chai qui sont déjà inscrits à l'école, mais pour lesquels ça ne se passe pas très, très bien. Comment vous gérez ces contacts avec ces écoles-là? Et est-ce qu'ils vous connaissent? Parce que le constat que nous, on pose, c'est qu'en gros, ils connaissent très, très peu des dispositifs tels Chai ou la petite école. C'est vraiment des dispositifs qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous avez des séances d'information, des choses comme ça, lors desquelles ils peuvent venir? Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, monsieur? Merci. Vas-y. Oui, bonjour Vital. Alors, effectivement, c'est difficile d'avoir des contacts avec les écoles parce que dans les écoles, les intervenants changent beaucoup. Et voilà, c'est pas toujours facile d'avoir le bon intervenant parce que l'intervenant d'ASPA, c'est pas forcément celui qui est pertinent pour nous parce que si les jeunes accrochent au DASPA, tant mieux, mais c'est peut-être en 3P ou en 4P. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'intervenants en 3e ou 4e professionnel. Donc, effectivement, je pense qu'on est peu connu des écoles. Bon, maintenant, on travaille avec quelques écoles très étroitement où on est vraiment partenaire, mais il y a beaucoup d'écoles qui ne nous connaissent pas. Mais voilà, on n'a pas les moyens pour l'instant de développer toute cette approche de l'école parce qu'on est quand même en sous-effectif très important. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci, Cornel. Je vais donner la parole à Inge alors maintenant. Voilà, Pernel, si tu veux retirer la caméra, je pense que du coup ça switchera sur Inge.
Et puis, il y aura Marie qui interviendra, Marie Pierrard, et on prendra les questions alors tout à la fin pour la suite. Ici, c'est parce que Cornel devait sans doute nous quitter plus tôt. Voilà, merci Inge, je te donne la parole. Ok, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, oui. Ok, je vais devoir montrer un slide, donc je vais faire le share screen. Hop. Tu peux t'exprimer en néerlandais si tu veux. Hein. Oui, Ja, il y a la traduction. Hein. Ok, voilà, dus hallo iedereen. Oui, bonjour à tous. Je suis Inge de Koman. Je travaille pour l'agentschap Integratie en Inburgering. En Flandre, je suis conseillère en intégration à Bruxelles pour les nouveaux arrivants. L'agentschap Intégration travaille bien entendu sur l'intégration en Belgique, mais il s'agit également d'un service juridique, une sorte de helpdesk où les gens peuvent s'adresser s'ils ont des questions sur les droits étrangers. Et puis, il y a également un service d'interprète pour si vous souhaitez une traduction, que ce soit téléphonique ou physique, et des interprètes agréés. Je vais parler ici effectivement de l'insertion. Des personnes qui arrivent chez nous à Bruxelles sont des nouveaux arrivants. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas nées en Belgique, qui sont adultes, qui ont donc plus de 18 ans et qui doivent suivre un trajet d'insertion. De quoi se compose ce trajet d'insertion? Il y a des cours d'insertion, d'orientation sociétale. Oui, il y a énormément de bruit sur le fond. Si vous pouvez tous couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, des cours en orientation qui sont donnés dans une langue de contact, de préférence la langue maternelle. Ce sont des cours qui se tiennent pendant un mois, une fois, enfin 4 fois par semaine plutôt. Ces cours sont donnés en arabe, en russe, en roumain, en pashto dari, farsi, etc. Et les thèmes abordés sont la structure de la Belgique, le système de soins de santé, la sécurité sociale, les valeurs et les normes, la domiciliation, tout ce qui fonctionne en Belgique de ces gens-là. Et bien entendu, on passe également les thèmes tels que le travail et la formation en revue. Tout le monde, pendant son trajet, a un accompagnateur qui aidera le nouvel arrivant s'il a des questions. Donc, l'accompagnateur se renseigne et pourra éventuellement rediriger vers d'autres organisations qui pourront aider le nouvel arrivant en cas de problème ou de questions. Dans cette trajectoire, à côté des cours d'orientation sociétale, il y a également un package de base avec 2 niveaux de base de néerlandais qui sont organisés par Huis van het Nederlands, la maison du néerlandais. Au sein de la partie insertion, il y a un volet qu'on a créé depuis 13 ans qui est également fait sur mesure pour les jeunes. Et ça s'appelle Massir à venir. Massir qui en perse signifie le chemin. Et donc, c'est le chemin vers l'avenir. Le profil des jeunes qui participent au projet, ce sont des jeunes entre les 17 et 19 ans. Les années précédentes, nous avons toujours travaillé avec des jeunes de 16 à 18 ans, mais il y avait des modifications à apporter suite au Fonds européen, Fonds social européen, qui nous finançait. Et donc, cet âge est passé de 17 à 19 ans. Les jeunes proviennent de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui ont moins de 5 années de résidence en Belgique, et la grande majorité est donc des jeunes sans accompagnateur, donc des mineurs sans accompagnant qui sont venus en Belgique sans accompagnement, et quand ils ont moins de 18 ans, ils ont un tuteur qui leur est octroyé pour justement faire le suivi de leur trajectoire. Pendant l'été, les jeunes participent à un projet, là pour le projet Massir Avenir donc, dans lequel on leur donne des cours d'orientation sociétale à nouveau dans la langue de contact. En général, c'est du pashto, dari, l'arabe, le français, l'anglais et le tigrinya aussi, on a déjà eu. Pendant 4 après-midi, donc durant le mois de juillet, ils ont ces cours d'orientation. Et pendant 2 semaines, les 2 premières semaines d'août, ils ont également 4 après-midi pour s'exercer en néerlandais.
À côté de cela, ils ont également un accompagnateur qui leur est dédié et qui va, pendant toute la période, faire le suivi de la trajectoire du jeune. Ma tâche est entre autres d'introduire des activités sportives et culturelles dans ma cire à venir. Donc ces thèmes sont également abordés dans le projet. Les cours d'orientation sociétale, donc on a ici à peu près les mêmes thèmes pour les jeunes que pour les adultes, mais on introduit également d'autres thèmes qui sont plus sur mesure pour les jeunes, tels que les informations sexuelles, comment chercher un job étudiant. Donc, le formateur va dans son cours prêter attention aux centres de formation existants et leur expliquer où ils peuvent s'adresser pour suivre quelle formation dans dans ces centres-là. Dans la classe, on parlera également du système d'enseignement belge, le système d'éducation belge. C'est une personne de Leerwinkel qui vient leur expliquer le fonctionnement ou une personne de ZIEP si c'est si c'est en français, le SIEP donc. Il y a aussi des visites qui sont organisées, ce qui a moins été le cas dû à la COVID. On va par exemple visiter le Beroepenpunt à Sint-Joost ou Beroepenhuis à Gand, ce qui est très intéressant puisque cela permet de tester différents métiers de façon très didactique et cela donne une idée des compétences dont ils disposent et de ce qu'ils ont envie de faire. Ces sujets sont donc abordés durant les cours de façon didactique et il y a ensuite l'accompagnant de la trajectoire qui va faire le suivi des perspectives à venir du jeune. L'accompagnant va être en concertation durant tout le trajet avec l'OCAN ou la DASPA, donc les écoles OCAN ou DASPA. Et ce qui est très important ici, ce sont les contacts à la fin de l'année scolaire où l'école décide des directions que le jeune pourra suivre à partir de septembre. L'accompagnateur pourra également transmettre des informations. Par exemple, si un jeune a sauté des cours ou s'il a des problèmes de santé, de bien-être, eh bien, à ce moment-là, ces informations pourront être échangées avec le coach qui fait le suivi, bien entendu, en respectant la confidentialité. Cette année-ci et l'année dernière, ça a été compliqué avec la COVID, mais normalement, l'accompagnateur, pendant la récréation, visitait différentes écoles pour pouvoir aussi avoir une permanence où les jeunes avaient un contact direct avec leur accompagnateur pour pouvoir leur poser des questions directement. C'était très utile, hein, donc on allait voir les jeunes à l'école directement. Alors, le choix d'études, on en a déjà discuté ce matin en long, en large, et il est souvent défini, enfin, c'est l'impression qu'on a, par le tuteur ou par l'école. Mais l'accompagnateur peut également intervenir et si le jeune a des doutes, il peut par exemple contacter le Leerwinkel et le Leerwinkel pourra alors lui donner des informations sur telles ou telles études, quelles sont les conditions pour pouvoir suivre ces études, tu peux les suivre à tel ou tel endroit et cela prend autant de temps. Donc, l'accompagnateur peut aussi intervenir à ce niveau-là. L'inscription dans l'école se fait en général par le tuteur ou par la structure d'accueil et dans certains cas exceptionnels, l'accompagnateur peut également accompagner si c'est nécessaire. À côté de cela, l'accompagnateur pourra rediriger vers d'autres instances qui peuvent aider le jeune à chercher de façon active du travail ou un job étudiant ou à établir un CV par exemple. On a ce matin déjà parlé des obstacles, pourquoi les jeunes décrochent de leur formation ou décident de ne pas faire d'études. Un des obstacles que nous ressentons est qu'il y a souvent une pression de la part du pays d'où l'on vient de gagner de l'argent et donc les jeunes abandonnent parfois les études ou la formation et ne considèrent plus que c'est une priorité.
Souvent, ils ont aussi une langue différente ou ne sont illettrés, donc voilà, ne savent pas lire ou écrire ou c'est très basique, ont très peu de connaissances en informatique. Parfois, les jeunes ne sont pas bien orientés dès le départ. Il y en a qui n'ont pas vraiment d'idée, quelle direction ils souhaitent prendre et regardent donc plutôt ce que font leurs amis. Puis, il y a aussi les problèmes qui ont été mentionnés déjà ce matin, le stress post-traumatique, des jeunes qui n'ont pas d'hygiène du sommeil saine. Et on a constaté que les étudiants qui sautent les cours ont également augmenté depuis la COVID. Ceci aussi parce que tous les jeunes ne disposent pas d'un ordinateur. Et puis, ce qui a aussi déjà été dit, c'est qu'on n'a pas toujours de certitude sur le droit de rester en Belgique et du coup, les jeunes ne considèrent pas leur formation ou leurs études comme étant une priorité. Un autre obstacle est que euh, le jeune commence les études dans une partie du pays, soit ensuite transféré dans une autre partie du pays où il doit recommencer la totalité de sa formation ou de ses études dans une autre langue. Et puis, les jeunes l'ont dit aussi ce matin, quand ils suivent une formation, il est parfois très difficile de trouver une place de stage. Ils décrochent parce qu'ils ne trouvent pas à temps une place de stage. Il y a pourtant quelques bonnes pratiques également. Cette année-ci, par exemple, pour la première fois dans la constitution du programme Massir Avenir, nous avons eu une concertation avec les écoles OCAN pour voir quel chevauchement existe dans les projets et le projet et le système scolaire. Des thèmes tels que la sexualité et la rédaction d'un CV ont été maintenus dans le programme de Massir Avenir et dans les écoles. Hein. Donc, il y a ce chevauchement-là. Pourquoi? Parce que ce sont des thèmes très importants. Autre sujet très intéressant, ce sont les snuffle-stages, les stages pour tester à l'école pendant une semaine un certain métier. Donc, c'est une sorte de stage que l'on fait pendant une semaine à l'école pour décider si la direction des études prises est la bonne direction pour eux ou non. Il y a également des petits projets, donc à côté du grand projet en été, des projets durant l'année, donc au fil de l'année, par exemple 4 mercredis après-midi durant lesquels on donnera des cours d'informatique de base, hein, donc en français, en arabe et en pachtou. Et en collaboration avec le CAE, on a des ateliers qui s'appellent Mindspring Junior où on parle du bien-être du jeune et on leur donne des conseils pour gérer des situations très stressantes, comment se relaxer, comment lâcher prise des problèmes. Et puis, autre bonne pratique depuis longtemps, c'est des période de recrutement donc dans les écoles OCAN ou d'ASPA. J'ai parlé de l'insertion. Il y a également une partie intégration. C'est la partie où je suis active actuellement et il y a là 2 services, le service accessibilité et le service participation. Et donc, au niveau de l'accessibilité, on réagit aux demandes qui proviennent des organisations. Si une organisation ou une entreprise constate qu'il y a une certaine discrimination sur leur lieu de travail, ils peuvent s'adresser à nos conseillères avec ce problème. Et à l'aide d'ateliers, de formation ou d'un trajet, nous allons tenter de former ce personnel pour que des solutions puissent être trouvées aux problèmes. On travaille ici surtout avec des organisations qui posent des questions spécifiques. À côté de cela, nous avons une équipe participation, comme je le disais, qui va tenter de impliquer le participant dans tout ce qui est socioculturel dans la ville. Donc, organiser des activités socioculturelles ou faire du bénévolat, par exemple. Et cette équipe va, mis à part les cours traditionnels qui sont obligatoires, donc pour l'orientation sociétale, créer également une offre alternative de ateliers, que ce soit des organisations socioculturelles, des organisations
où l'on donne plus d'informations juridiques, etc. Donc, bon nombre de sujets différents. Mardi, nous avons tenu le premier réseau d'apprentissage, Lerend Netwerk. Donc ça, c'était pour la partie accessibilité, le volet accessibilité. Et donc, ce réseau a pour objectif de rassembler les différentes organisations pour discuter de la façon dont il faut accompagner les jeunes de 17 à 19 ans qui ont quitté l'école et qui n'ont pas de diplôme et comment essayer de les stimuler à participer au marché du travail, les aider à suivre malgré tout des études, faire des études et travailler par la suite. Donc, ici, effectivement, à l'avenir, on organisera d'autres événements de ce genre-là. S'il y a un intérêt de qui que ce soit pour participer à ce projet, vous pouvez me contacter. J'ai également mis mes coordonnées dans le chat. Vous pouvez me contacter ainsi que mon collègue Mohamed Sherazade. Donc, si vous souhaitez effectivement vous impliquer dans ce réseau, vous êtes les bienvenus. Pour terminer, je voudrais vous montrer une vidéo pour vous montrer le fonctionnement concret de Massir Avenir. J'ai une vidéo sur 10 années de Massir Avenir, mais je dois d'abord chipoter un petit peu. Donc, Ik weet niet of dat jullie het geluid gaan. voilà, je ne sais pas si vous allez entendre le son. Oui, on entend. On entend? Plus maintenant, mais il y avait eu un début. Il faut partager le son. Je pense que c'est en bas à gauche de l'écran. Je ne l'ai pas fait, je vais le refaire. Donc, je montre ça. Voilà, share sound, share. Maintenant, ça va? Oui. Ok. Hoi, ik ben Melanie, draagdeelleidster bij Massir Avenir, het Timburgens programma voor jonge nieuwkomers in Brussel. Je suis Mélanie de Massir Avenir, le projet pour les jeunes à Bruxelles, où on donne effectivement des cours d'orientation sociétale, de langue et un accompagnement individuel intensif avec un accompagnateur. Mélanie a été mon accompagnatrice. Je lui ai posé beaucoup de questions sur les jobs étudiants, la famille, les clubs de foot, le CPAS, l'école. L'accompagnateur cherche les partenaires appropriés pour rediriger le jeune et est également le point de contact pour les tuteurs, les parents qui doivent être impliqués au maximum dans le programme. Quand les jeunes passent la barre des 18 ans, bon nombre de personnes disparaissent, mais l'accompagnateur, lui, reste. J'habite seule aujourd'hui et je suis une formation de coiffeur. Le cours d'orientation sociétale, c'est une bonne opportunité pour les jeunes d'apprendre bon nombre de choses intéressantes pendant les vacances d'été pour après leur permettre de construire leur vie. On a beaucoup appris sur la Belgique, on a fait des excursions. C'est une façon efficace d'être confronté à la société belge. Pendant Massir Avenir, on travaille avec bon nombre de partenaires et il est très important d'apprendre à connaître les partenaires pour les jeunes, pour qu'ils sachent à qui s'adresser s'ils ont encore des questions. Les jeunes qu'on a eus aujourd'hui ne connaissent pas bien la ville, donc ils restent en général dans le quartier où ils habitent et il est très important, je pense, de leur donner l'opportunité d'apprendre à connaître de nouveaux quartiers à vélo pour qu'ils apprennent aussi comment se déplacer en sécurité dans la ville. Avec Leerwinkel Bruxelles, on a un workshop aujourd'hui sur l'orientation. Je suis Lys, je suis Farah et nous travaillons pour l'ASBL Lasso, qui est le réseau bruxellois pour la participation à la culture. Et notre rôle est plutôt d'être médiateur, de construire des ponts entre ceux qui donnent les ateliers et les accompagnateurs qui ont eu un lien direct avec les jeunes. Quand vous pensez à la santé sexuelle, à quoi pensez-vous? Le respect du partenaire. Oui, tout à fait.
Je travaille à Louvain, ce que j'aime beaucoup. Je suis entourée de personnes très positives. Je peux parler néerlandais partout. J'aime beaucoup ça. C'était une bonne idée de participer. Massir Avenir va me manquer. Voilà. Je ne sais pas si la question c'est peut-être pour après ou pour maintenant, je ne sais pas. Je propose après. Voilà, on est tout juste dans les temps. Donc, de donner la parole maintenant, merci beaucoup, hein, Inge. Donner la parole maintenant à Marie pour son intervention. Et puis, on prendra les questions. Vous pouvez aussi les noter dans le chat et je les transmettrai en fin. Merci, merci. Marie, tu peux prendre la parole. Merci. Merci Sophie pour ton invitation. Je vais aussi tenter de partager ceci. Hop. Vous me voyez? Okay. Oui, mais tu peux mettre un partage en plein écran parce qu'on voit les petits dias à côté. D'accord, donc bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Marie Pierrat et je suis cofondatrice et coordinatrice d'un projet qui s'appelle La Petite École. Alors, je vais d'abord revenir rapidement sur les origines du projet et pourquoi la création d'un tel lieu. Alors, la Petite École a été créée par 2 enseignantes, dont moi-même, en février 2016. Elle se veut être un lieu d'accueil et de transition vers l'école pour des enfants qui n'ont jamais été scolarisés avant leur arrivée en Belgique ou qui n'ont jamais accroché à l'école belge. Voilà. La création de ce lieu qu'est la Petite École est née suite à une première initiative que nous avons eue à l'été 2015 dans le parc de la Rosée à Anderlecht. Et cette initiative qu'on avait nommée l'école éphémère avait pour but d'accueillir pendant le mois d'août chaque jour une 60aine d'enfants pour leur donner une première initiation à la langue française. Au sorti de cette expérience, nous faisions des constats et nos premiers constats étaient les suivants. Hop, ça n'avance plus. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Tous les enfants que nous avions accueillis durant cet été 2015 n'avaient jamais été scolarisés et avaient tous une capacité de concentration très limitée, des difficultés à supporter toute forme de frustration, une graphie, une psychomotricité fine très peu développée, le besoin de faire partie d'un groupe tout en étant en demande constante d'attention et de reconnaissance de l'adulte. Ils étaient preneurs de tout ce qu'on leur proposait, mais n'avaient pas les capacités de concentration pour pouvoir s'y adonner sur une longue période. Et leur corps était en tension et en alerte constante. Du coup, alors que nous avions repris nos classes, Juliette Pirlet et moi-même, en septembre 2015, nous avons inscrit tous ces enfants qui avaient participé à l'école éphémère, on compte une 60aine d'enfants, dans les écoles belges. Mais nous ressentions comme un certain malaise. Notre question était de savoir comment tous ces enfants qui étaient âgés entre 6 ans et 12 ans allaient-ils réussir à entamer une scolarité sans être mis à mal par cette institution pensée pour les enfants scolarisés depuis l'âge de 3 ans. Du coup, ce qui nous est apparu très clair, c'est que bien sûr qu'il fallait offrir à ces enfants un accès à l'école, mais qu'il fallait avant tout penser quel type de scolarité pour ces enfants-là et comment réfléchir à comment pouvoir permettre à ces enfants d'intégrer le système scolaire belge en douceur sans qu'ils ne s'y fracassent trop vite et qu'ils n'en sortent dès lors trop vite. Du coup, nous avons décidé de créer en février 2016 ce lieu de transition pour les enfants de migrants ayant été longtemps déscolarisés, qu'on a nommé la Petite École.
Alors, depuis la création de la petite école, nous avons accueilli 130 enfants et qui présentent les caractéristiques suivantes. Donc, ce sont des enfants qui sont âgés entre 6 et 16 ans, qui, pour des raisons propres à chaque parcours de vie, n'ont jamais été scolarisés. Ils sont la plupart analphabètes, donc dans leur propre langue également, et ils sont originaires. Alors au début, nous avions principalement des enfants syriens, mais maintenant, les origines sont plus diverses, à savoir que nous accueillons des enfants venus du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, de Guinée et du Sénégal principalement, d'Irak, d'Afghanistan, de Roumanie et de Slovaquie. Excuse-moi Marie, ton PowerPoint ne bouge pas, je ne sais pas si c'est... Ah oui, pardon. Mais oui, c'est un peu... il est très lent, c'est un PowerPoint très statique. Alors, malgré le fait que ces enfants aient des âges différents et proviennent de cultures très différentes, ils partagent un point commun, à savoir qu'ils semblent inadaptés à notre système scolaire. En tout cas, la scolarité n'est pas une possibilité dans un premier temps. Alors, pour quelles raisons? Eh bien, je l'ai déjà dit, mais donc, ils n'ont aucun prérequis scolaire. Ils présentent tous des troubles du comportement, que ce soit de la dyslexie, dyscalculie, l'hyperactivité. Ce sont des enfants bagarreurs, ne supportant pas la frustration et qui éprouvent certaines difficultés à entrer en relation. Ils ne possèdent pas les codes de la socialisation européenne. Et pourtant, tous ces enfants sont pour la plupart dans un grand désir d'école. Étant nous-mêmes enseignantes, nous savions que rattraper le retard scolaire ne serait jamais possible, et cela n'a jamais été d'ailleurs un de nos objectifs. Mais nous avons décidé de pouvoir travailler sur ce qui permet d'apprendre. Donc la petite école, on travaille principalement là-dessus, sur ces 6 axes de travail, à savoir que nous travaillons avec les enfants sur l'ouverture de l'imaginaire, la confiance en soi, la création de liens sécurisants. On travaille sur la résilience, la concentration et l'apaisement. Pour reprendre les mots de Danielle Crutzen, qui est directrice du Centre Ménal Les Hirondelles, l'échec scolaire est pour ces enfants qui ont déjà vécu de nombreux traumas, un trauma de plus, une deuxième sentence après celle prévisible. C'est pour cette raison que nous avons pensé la petite école comme un dispositif pédagogique structuré et structurant, un lieu intermédiaire de réparation entre l'exil et l'école, un lieu de médiation famille-école et un espace d'expérimentation et de recherche. Notre objectif, donc, est de proposer un lieu contenant et rassurant qui permette de rentrer dans les apprentissages et qui s'adapte à ses enfants et à ses familles. Alors, qu'est-ce qu'on entend comme dispositif pédagogique structuré et structurant? Il y a une chose importante, c'est que la petite école ne se substitue pas à l'école. Au contraire, elle tente de rendre l'école possible. Donc, nous sommes vraiment un dispositif de préscolarisation. Alors, là, une des questions aussi sur lesquelles j'aimerais revenir, c'est sur la question des DASPA, justement, parce qu'on nous a souvent fait la remarque comme quoi on était une sorte de double emploi des DASPA, mais nous ne travaillons pas sur les mêmes objectifs. À la petite école, l'objectif principal n'est pas l'apprentissage scolaire. Nous travaillons sur tout ce qui va permettre les apprentissages scolaires. Donc, nous sommes une sorte de pré-DASPA ou un dispositif de pré-scolarisation certainement. Et surtout, notre cadre permet de prendre en charge une des grandes oubliées de l'école, souvent, à savoir la santé mentale. Alors, d'un point de vue pédagogique, on associe tant des moments formels, à savoir des moments d'apprentissage formels. Les enfants en classe. Nous travaillons, il y a des ateliers de menuiserie, des ateliers de céramique, et aussi des moments de vie collective et des apprentissages informels. De plus, notre dispositif repose au quotidien sur 5 personnes, où les espaces et les rôles sont
extrêmement bien déterminé et réparti. Et donc, c'est grâce à ce cadre qui est ritualisé et prévisible, prédictible, que nous apaisons les enfants en tout cas, et que nous les amenons en douceur vers les apprentissages et la capacité de se dépasser. De manière très concrète, la petite école, nous travaillons en horaire scolaire, donc nous accueillons les enfants du lundi au vendredi. L'équipe est composée alors, au quotidien de 2 enseignants, une céramiste, un menuisier, une cuisinière qui joue aussi le rôle de médiatrice arabophone et d'une chercheuse. Et puis, nous avons des bénévoles pour les ateliers de l'après-midi, à savoir 4 bénévoles. Une pour les ateliers théâtre, un bénévole pour les ateliers de yoga, et puis 2 bénévoles qui s'occupent de l'école des devoirs, à savoir une logopède et une institutrice. Alors, vous voyez ici un peu le travail qui est fait. Alors, les journées, en fait, à la petite école sont très structurées. Les enfants arrivent à partir de 8h15, ils sont accueillis. Et en fait, les journées sont vraiment saucissonnées par une série de rituels et de moments qui se répètent inlassablement tous les jours. Et ceci, c'est afin de travailler sur la prévisibilité, qui est d'ailleurs, voilà, pour redonner en fait une structure aux enfants. Et un des symptômes post-traumatiques, mais je vais y revenir, est quand même le manque de repères. Et donc, on veut vraiment travailler sur cette structure pour que l'enfant puisse petit à petit s'apaiser par rapport à des repères qu'il connaît. Donc, la petite école, je l'ai dit, se veut aussi un lieu intermédiaire entre l'ailleurs et l'ici, un lieu intermédiaire de soins. Alors, la notion de soin est entendue chez nous selon 2 manières, à savoir le soin thérapeutique et le soin du lien. Nous voulons donc un lieu où nous travaillons le soin thérapeutique, dans le sens où nous prenons soin de la santé mentale des enfants, même si nous ne sommes pas un centre de santé mentale, car nous ne proposons pas de thérapie à proprement parler. Nous ne sommes pas thérapeutes d'ailleurs. Nous prenons en charge la santé mentale de manière plutôt indirecte par le milieu, à savoir que c'est le lieu lui-même et le cadre pédagogique qui se veulent thérapeutiques. Et puis surtout nous, les adultes, qui composons par ce travail en commun autour de l'enfant, avec nos spécificités propres, un milieu contenant, sécurisant et propice à l'apaisement des enfants, adolescents. De ce que nous avons pu lire, l'un des premiers symptômes post-traumatiques est celui de se couper de son imaginaire et d'être constamment dans le présent, avec l'impossibilité d'être envahi par le passé et l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. C'est ce dont a parlé Madame de Genst ce matin. Et donc, c'est sans doute là notre objectif premier, c'est de permettre à ces enfants de renouer avec leur monde intérieur, tant émotionnel que imaginaire, et de se laisser la possibilité d'être stimulés par l'environnement. Ce qui est d'ailleurs assez chouette, parce que c'est vrai que c'est un des effets observables de manière très rapide à la petite école, c'est que les enfants retrouvent assez rapidement leur sourire, en fait, tout simplement. Alors, le jeu est également au centre de notre dispositif. Le jeu permet à l'enfant d'exercer son imaginaire, on le sait, et révèle sa manière de comprendre et d'apprivoiser le monde. Et donc, pour nous, en fait, pouvoir laisser les enfants réapprendre à jouer est très important pour nous également. Alors, d'ailleurs, on dit souvent qu'une fois qu'un enfant commence à jouer, c'est qu'il y a une part en lui qui est apaisée. La deuxième notion de soin, donc on l'a dit, c'est le soin du lien. Et
nous tentons en tout cas de travailler sur ce travail d'apprivoisement entre les cultures différentes qui sont celles des enfants et la nôtre. Nous essayons de faire un travail de revalorisation des compétences de l'enfant et de ce qu'il garde en lui, d'ailleurs, de sa culture. Et puis surtout, nous travaillons avec les parents et on tente de revaloriser vraiment le rôle des parents dans un cadre institutionnel et culturel qu'ils ne connaissent pas, à savoir l'école. Et donc qu'ils puissent reprendre une part active dans justement ce rôle de parents par rapport à la scolarisation de leurs enfants. Alors de nouveau, de manière concrète, comment ça se passe? C'est que la petite école est un petit lieu avec des ouvertures vers l'extérieur. Et ça, c'est important pour nous. C'est que par rapport à son architecture, en fait, la petite école déjà brise toute une série de barrières psychologiques que peut représenter une institution comme l'école. Et donc, vous voyez ici en bas, pendant le cours de yoga, c'est la salle qui est la salle de classe, normalement. Mais voilà, la petite école est un lieu où on pousse une porte, on est dans la salle de classe, et donc il est tout aussi facile de s'en aller, de s'y enfuir si on veut. Les parents sont toujours invités le matin voilà, à déjeuner avec leurs enfants à la petite école, à prendre un café. Ils peuvent rester. Et là, on voit l'atelier bois avec un papa qui avait difficile de quitter son fils. Et donc, les parents sont invités pendant une période à pouvoir accompagner leurs enfants pendant les apprentissages. Et puis, c'est vrai que nous faisons un travail constant avec des interprètes, à savoir que tous les 2 mois, nous organisions des rencontres avec les parents, avec les différents interprètes dans les langues, d'origine des parents. Et enfin, par rapport aux parents, c'est vrai que nous accompagnons toujours les familles lors de l'inscription à la grande école. Donc les enfants à la petite école restent entre 1 an et parfois un peu plus, mais généralement on fait un travail d'1 an. Et puis une fois que ce travail est terminé, nous accompagnons les enfants et les parents à l'inscription avec interprète. Et puis nous continuons à suivre les enfants passés par la petite école pendant minimum 1 an, une fois qu'ils sont scolarisés à travers l'école des devoirs qui a lieu le mercredi. Enfin, le troisième grand axe de recherche, de la petite école, c'est la petite école se veut aussi être un laboratoire de recherche ou un espace d'expérimentation. Donc, la petite école, en fait, est un dispositif pédagogique d'une ASBL qui s'appelle RED Laboratoire Pédagogique. Et l'idée de la petite école n'est pas de répondre à un besoin, à savoir que nous n'avons pas la capacité de prendre en charge tous les enfants non scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais bien notre but, on prend un maximum de 16 enfants à la petite école à la fois, par groupe, mais notre but est bien de penser, de réfléchir à quel type d'école pour ces enfants jamais scolarisés. C'est pourquoi nous sommes ce qu'on appelle un laboratoire, où tant nous, intervenants, que les enfants mènent en commun cette expérience. Pour cela, en parallèle de notre travail pédagogique, et je vais bientôt terminer, nous effectuons un travail de lecture, d'analyse, de codification et de mise en récit de cette tentative que se veut être la petite école. Comment ? En tant qu'observateurs-chercheurs, les intervenants font un travail permanent de remise en question de leurs propres pratiques. Nous venons tous d'univers différents. Nous faisons un travail de recherche et de création d'outils pratiques qui peuvent être mis en place pour ces enfants-là, en dehors, dans d'autres institutions, telles que l'école, par exemple.
En tant que lecteur, nous nourrissons notre pratique de lecture pluridisciplinaire et donc on lit beaucoup et on cherche du côté tant de l'anthropologie, de la philosophie, de l'éthologie, de la psychologie, de la pédagogie aussi. Et plus récemment, nous cherchons également du côté de l'écoféminisme, tout ce qui pourrait ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Encore une chose, dans la recherche, nous avons la volonté de concrétiser ces recherches et pouvoir les partager, les diffuser auprès de tous les acteurs de terrain, enseignants, instituteurs, travailleurs du réseau associatif. Et donc, à ce titre, nous avons Clitia Calderoni, qui est une chercheuse de l'Université de Liège. Et cette personne nous accompagne depuis juillet 2021. Et elle collecte tout ce qui se fait, tout ce qui fait pour elle Petite École. Encore deux collaborations importantes. Nous avons mis en place dans un point de vue, enfin voilà, pour une volonté plus politique, deux collaborations importantes. La première, cette collaboration qui vient de naître en septembre 2021 avec la CODE, qui est la Coordination Générale, Coordination aux droits de l'enfant, les ONG aux droits de l'enfant, excusez-moi pour les personnes de la CODE qui sont là. Et eux, en fait, ce partenariat-là, en fait, a pour but de, enfin, ils mènent une recherche participative et le but de la recherche est plus ou moins d'estimer la pertinence de projets comme le nôtre au sein du système scolaire belge francophone. Et enfin, notre dernier partenariat, mais non des moins importants, nous sommes en partenariat avec Chai ainsi qu'avec Sophie Hubert, de la Fondation Joseph de Namur, les membres du cabinet de la ministre de l'Enseignement, Madame Caroline Désir. Et donc, ensemble, nous menons un travail politique, tant politique que stratégique, qui nous permettrait de mettre en lumière, en fait, ces enfants infrascolarisés, afin de tenter d'ouvrir une nouvelle case dans le système scolaire belge. Voilà, ce qui n'est pas chose simple, mais nous y attelons. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Marie et Inge précédemment et Pernelle. Voilà, je vous propose, nous avons encore un petit peu moins de 10 minutes, mais de prendre la parole pour vos questions. Donc, vous pouvez lever la main. Et je vais essayer de voir qui lève la main pour pouvoir donner la parole. C'est toujours difficile au premier de se lancer. Je ne vois pas de main levée. S'il n'y a pas de questions, moi j'aurais envie de faire interagir peut-être les participants. À mon avis, Pernelle n'est plus présente, mais de me dire, tiens, Inge, que penses-tu des projets qui ont été présentés par rapport aux besoins que vous-même identifiez pour les jeunes et inversement, que pensez-vous des projets menés en Flandre, Marie? Moi, j'ai en fait une différence chez nous, c'est que les jeunes qui participent au projet de Massir Avenir, c'est pendant tout un trajet. Et donc, ce n'est pas qu'un jour ils viendront, l'autre jour ils ne viendront pas. Et c'est aussi dans le cadre d'obtenir un certificat d'intégration. Donc, chez nous, les présences, finalement, sont quand même importantes. Donc, le fait de venir régulièrement, c'est important. Donc, ce n'est pas un projet dans lequel on peut, une semaine on vient, une autre semaine on ne viendra pas. Donc, ça, c'est un peu une différence, je pense, avec les projets qu'on a vus aujourd'hui.
Et alors, je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'il y a des initiatives sémellantes Similaire en France. Similaire, oui. En Flandre, oui, ça sortait en portugais, je ne sais pas pourquoi. En Flandre, oui, donc le Agentschap Integratie Inburgering a donc, dans différentes provinces, ils ont un tel projet, mais parfois ce n'est pas 1 mois et demi qu'ils font des cours d'orientation sociale et le néerlandais, parfois ce n'est que 15 jours. Ça dépend en fait de la région. Chaque région organise son projet de sa propre façon, en fait. Et à Bruxelles, on a le plus grand nombre de participants, bon, vu qu'on est quand même la capitale aussi. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Sans doute qu'on était très clair. Oui. Moi, j'aurais une question pour Inge aussi, de nouveau. Donc, il y a pour Mazir Avenir, il y a cette formation plus ou moins pendant 4 semaines l'été. Et donc, l'accompagnateur peut accompagner le jeune pendant combien de temps, au-delà de ces 4 semaines? Donc, pendant 18 mois. Donc, en général, depuis le mois, chaque année, à partir du mois de mars, on fait des sessions d'information dans les écoles. Et alors, à partir de mai, les jeunes savent déjà qui est leur accompagnateur. Ils ont d'abord aussi un entretien pour faire connaissance. Donc, même avant le commencement du projet pendant le mois de juillet et août, ils savent déjà qui serait leur accompagnateur. Et donc, l'accompagnateur est là dès le début, tout juste après l'inscription, en fait. Et donc, c'est un trajet de 18 mois plus ou moins, 1 an et demi. Ouais. Il y a une question dans le chat concernant les initiatives pour les jeunes analphabètes. S'il y a aussi ce genre d'initiative. Une grande différence entre Bruxelles et les autres régions en Flandre, mais c'est quelque chose que je dois dire que nous, on est très fiers là-dessus, c'est que nous, on travaille dans la langue maternelle. Et les autres projets en Flandre, même dans l'Agentschap Integratie Inburgering, travaillent en néerlandais. Mais nous, on pense que c'est quand même mieux de travailler dans la langue maternelle car on atteint un nombre plus large de jeunes et les plus précaires, si on peut le dire comme ça. Donc ça, c'est quand même une différence qu'en Flandre, il faut déjà avoir une connaissance de néerlandais pour y participer et nous, on travaille dans la langue maternelle. Et donc, je pense qu'on va plutôt avoir plus de jeunes qui sont analphabètes ou qui n'ont pas encore de connaissance du néerlandais, je pense. Merci. On peut encore prendre une ou deux questions. Donc, je ne sais pas si... Je ne vois pas de main. Je ne vois pas de main levée. Peut-être une question pour Marie, j'en profite. Parler un peu des contacts avec les écoles, de ce relais vers les écoles au bout d'une année, ou plus ou moins. Comment ça se passe? Ton micro n'est pas allumé. Nous avons en fait des écoles partenaires, tant pour le primaire que pour le secondaire, en fait. Et donc, une fois que l'enfant ou l'adolescent va intégrer le système classique, en fait, nous, on prend contact avec l'instituteur et là, on met une sorte de portrait de l'enfant pour expliquer voilà, tout ce qui il est en dehors des apprentissages scolaires uniquement. Et puis, en fait, pendant l'année, la première année, 3 fois, nous rencontrons à 3 moments en fait, l'instituteur pour voir un peu l'évolution de l'enfant. Et puis, en fin d'année scolaire,
dans le système normal, en fait, c'est l'instituteur qui, lui, nous fait en fait un portrait de l'enfant sur son année scolaire, en fait. Voilà, ça c'est. Alors, cette année, on a aussi mis en place, en fait, une aide aux enseignants, à savoir que Corentin Laurent, qui est l'instituteur de la petite école, va les après-midi dans les écoles où sont les anciens de la petite école pour apporter une aide au sein de la classe aux enfants, aux anciens de la petite école. Et donc, il ne retire pas l'enfant de la classe parce que voilà, on ne veut pas non plus recréer une sorte de mise à l'écart, en fait, mais il travaille vraiment au sein de la classe avec les enfants de la classe et en partenariat avec le professeur. En fait. Et donc voilà, c'est vraiment ce lien-là, et c'est vrai que tant pour les enfants que, enfin voilà, c'est vraiment un pont où les enfants ne se sentent pas, et les grands non plus, ne se sentent pas lâchés, ils savent qu'on est là parce que ça reste malgré tout, même si ils ont maintenant acquis une sorte de capacité à pouvoir aller dans les apprentissages, et surtout ils sont heureux de quitter la petite école et d'aller à la grande école. Mais une fois qu'ils sont dans la... Enfin, ça reste difficile. Et c'est vrai que, je le rappelle, on n'est pas là pour rattraper le retard scolaire. Donc, on est là vraiment plutôt dans un sens thérapeutique pour permettre l'école. Je ne sais pas si la réponse était claire. Oui, merci. Merci beaucoup à tous les orateurs. On va devoir en rester là parce que je vois qu'il est 12h45-46 même. Je viens d'envoyer dans le chat deux liens. J'avais déjà fait un peu précédemment. Donc, le lien pour la session plénière, donc pour retourner sur la session plénière, donc si vous ne l'avez pas sous la main, et aussi le lien du formulaire d'évaluation qui vous sera redonné aussi dans la session plénière, mais vous pouvez déjà cliquer ici parce que ça nous intéresse d'avoir votre point de vue sur des suites éventuelles et sur l'évaluation de cette matinée. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur ces deux liens et on se retrouve tout de suite en plénière pour le mot de la conclusion. Merci encore à tous. Merci Sophie.